BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Quel est votre coup de gueule de la semaine? Alors je le confesse, cette semaine, j'ai suivi le parcours d'un épargnant. Alors j'en conviens, ce fut un parcours du combattant, d'autant que j'avais la ferme intention de faire valoir mes droits de consommateur et de faire les bons choix. Bref, pour résumer Guillaume, vous pouvez le constater, je me suis arraché les cheveux. Effectivement, on constate une petite évolution de votre coiffure, Jean-François. Mais c'est quoi votre histoire, concrètement? Eh bien, écoutez, cette semaine, j'avais accepté de vivre un épisode de Vie ma vie, car faire le malin sur les chaînes de radio et les plateaux de télé sans mettre les mains dans le cambouis, c'est certes sympathique, mais pour être vraiment utile, pour cerner les problèmes des uns et des autres, il faut parfois aller au charbon. Donc, je suis allé au charbon pour conseiller un tiers. Je le sais officiellement, ça s'appelle du conseil en investissement. Il faut avoir un papier avec un tampon pour avoir le droit de le faire. Mais je précise tout de suite aux autorités compétentes que j'ai fait ça un peu pour rendre service et beaucoup pour faire du journalisme de terrain et d'investigation. Et ça, les autorités ne peuvent pas me le reprocher. Grand reporter dans l'univers des placements, Jean-François. Sur quel placement, justement, avez-vous cherché à investir? Des contrats de capitalisation, mais franchement, ça aurait été de l'assurance vie, ça aurait été exactement la même chose. Alors, commençons, Guillaume, si vous le voulez bien, à rentrer en pratique dans le sujet. Alors, question, mettez-vous à ma place, tiens. Vous êtes épargnant, vous voulez souscrire un contrat de capi, quel est votre réflexe de base? Directement, je vais voir mon banquier. Voilà. C'est effectivement le réflexe de base, celui que j'appellerais, en dépit de toute la sympathie que je vous porte, mon cher Guillaume, le réflexe glandu. Genre, je me fous de l'efficacité, je vais à l'emmerdement minimum. Vous êtes contre, Jean-François, le principe de souscrire l'assurance vie ou le contrat de capitalisation de sa banque? Mais attendez, faut éviter d'aller voir son banquier. Mais attendez, c'est une évidence. Vous prenez les Français, vous les interrogez en leur disant est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier? Vous aurez une réponse ultra majoritaire, une majorité plus qu'absolue pour vous dire bien sûr, il ne faut pas mettre ces œufs dans le même panier. Et pourtant, à nos amis les épargnants, la diversification, c'est pas leur fort. Il suffit de voir la part de marché des banques à réseau pour en avoir le cœur net. Pourquoi déconseillez-vous de souscrire les contrats de capitalisation ou l'assurance vie de notre banquier? Voilà. Mais Guillaume, si vous avez de l'argent dans votre banque, vous courez un risque sur votre banque. Et quid de l'assurance vie de votre banque? Sur quoi est-elle investie? Majoritairement, non sur des emprunts d'État, comme on le dit souvent, mais sur le secteur bancaire. Et à votre avis, loi de moralisation ou pas, quand la maison mère a besoin d'argent, par exemple, quand elle est en difficulté financière, vous pensez pas que Fifille, la filiale d'assurance, elle va pas lui prêter l'argent de ses clients? Mais il y a une muraille de Chine. Ah, votre bravitude. Vous avez raison, il y a une muraille en Chine. En Chine, oui. Pour mémoire, en 2008, les assureurs français sont montés à hauteur de 10% sur leur maison mère, 10% de leurs encours. Donc, en cas de sortie de route de la banque, l'assureur partait de rechef dans le décor. Alors, puisqu'on fait de la moralisation à coups de gros sabots, je suggère l'interdiction de prendre des risques sur sa maison mère pour les assureurs filiales de banque assurance. Ça serait une idée pour François Bayrou et Emmanuel Macron. Et quitte à restaurer la confiance en moralisant, il faut le faire partout. Donc, en l'état actuel des choses, je recommande de ne jamais souscrire le contrat d'assurance vie ou de capitalisation de son banquier. Donc évitez votre banquier pour ces produits d'épargne par l'exemple. Alors vous qui êtes allé justement sur le terrain pour vous mettre dans la peau des investisseurs, des épargnants qui nous écoutent, quels autres intermédiaires que votre banquier avez-vous contacté? Eh bien écoutez, refusant d'être un épargnant glandu, j'ai essayé d'être un épargnant impliqué, mais franchement sans plus. Donc mon idée, comme en plus j'avais pas beaucoup de temps, c'était de trouver quelqu'un d'indépendant pour faire le boulot à ma place. Et donc Guillaume, vers qui je me suis tourné? Un conseiller en gestion de patrimoine, j'imagine. Exactement. Et histoire de faire des comparaisons, j'en ai pris 2 en leur demandant de me faire des propositions. Donc vous avez consulté 2 conseillers en gestion de patrimoine pour comparer. Alors attendez, j'imagine, actif comme vous êtes, que vous avez aussi cherché à faire votre marché vous-même, Jean-François. J'ai pas de secret pour vous, Guillaume, mais j'ai effectivement essayé de faire mes propres recherches via Internet pour essayer de trouver les bonnes offres. Ouais. Mais là, malheur à moi. Essayez de trouver des informations sur les bons de capi sur Internet, mais vous n'aurez pas grand-chose. Essayez de retrouver l'historique des performances passées, rarement proposées. Vous voulez voir les conditions générales, histoire de connaître les conditions d'arbitrage, les rémunérations en cas de sortie en cours d'année.
quasiment impossible à trouver. Et c'est pareil en assurance vie. Alors ça, pour avoir du blabla, il y en a sur les sites internet, mais côté fond et précision, ça frôle l'indigence. Donc d'un côté, vous avez interrogé votre banquier, et de l'autre, 2 conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez eu des choses si différentes que cela? Écoutez, vous allez rire. Le banquier, il a proposé le contrat de capi de son assureur, autrement dit, BNP Paribas Cardiff. Oui. Et que m'ont proposé les 2 autres CGP? Le même contrat de Cardiff. Le même chez votre banquier et chez les 2 conseillers en gestion de patrimoine. Ça signifie, Jean-François, que si tous les chemins mènent à un contrat de Cardiff, qu'il n'y a pas de problème. Aucune raison de vous arracher les cheveux. C'est simple, le meilleur, c'est Cardiff. J'avoue, mais mon côté suspicieux aurait pu m'amener à me poser des questions. Pourquoi tout le monde finit chez Cardiff? C'est vraiment le meilleur du marché où ils ont tous une femme, un fils ou une cousine qui travaille là-bas? Mais en fait, j'ai tiqué sur un autre sujet. Quel intermédiaire choisir? The question. Pardon, mais ça n'a aucune espèce d'importance. C'est le même contrat dans les 2 cas. Quel que soit l'intermédiaire, c'est le même contrat Cardiff. C'est vrai. Où est le problème? Mais voyez-vous, sur les performances passées, les chiffres qu'ils m'ont donnés n'étaient pas les mêmes. Et sur les contraintes en investissement en unité de compte, là encore, la position différait d'un assureur à l'autre. C'est quoi cette blague? Comment les taux peuvent-ils être différents sur le même contrat? Vous êtes sûr que ce ne sont pas les frais qui font cette différence que vous avez constatée? Eh bien écoutez, chez BNP, on m'évoque un taux de 2,2% et chez un CGP, j'ai seulement 2,1%. Alors ça fait 10 centimes d'écart. Et puis alors, je regarde les frais. BNP Paribas m'annonce 30 centimes de frais. Ça fait un taux brut de 2,50. Alors que le CGP, lui, me dit qu'il a des frais de 0,7%. Ce qui me fait un taux brut de 2,80. Et pourquoi cet écart? Eh bien, parce que Cardiff donne plus lorsque le contrat est distribué par les CGP pour des histoires de rétrocession de commission. Alors au passage, vous noterez, je dis volontairement, Cardiff donne. Vous savez, c'est l'histoire des taux qui ne se constate pas mais qui se décrète. Car, moi je me pose la question, si Cardiff veut attraper le marché aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain? Est-ce que je ne cours pas le risque d'être délaissé dans le futur? Donc un même contrat, selon l'intermédiaire par lequel vous passez, n'a pas les mêmes performances. C'est ce qui ressort de cette expérience. Et vous nous annonciez aussi des contraintes d'investissement différentes en unité de compte selon qu'on passe par les banques ou par les CGP. Une différence importante, Jean-François? 15% d'un côté, 30% de l'autre. Mais c'est contractuel tout ça? Non, vous le croyez? Pas contractuel. L'obligation d'investir en unité de compte, vous savez ce que c'est? Une chanson douce chantée par les assureurs, une chanson douce reprise par le régulateur. Ça devient la Starac, dis donc. On peut vous contraindre à mettre des unités de compte à l'ouverture, mais peut-on vous contraindre à les garder ensuite? Eh bien, j'ai regardé les conditions générales du contrat, j'ai fini par les obtenir via un CGP. Eh bien oui, elle prévoit 3 cas où les arbitrages ne sont pas possibles. 3. 1. La forte hausse des taux d'intérêt. Alors au passage, puisque si je l'ai vu dans ce contrat-là, j'invite les auditeurs à regarder pour savoir ce qu'il en est sur le leur. 2. Pas de sortie possible du support immobilier en cas de crise de la pierre. 3. Pas de versement possible sur le support immobilier si le fonds est fermé. Donc, rien n'interdit de rebasculer mes unités de compte sur le fonds nouveau. Donc la morale de l'histoire pour tous ceux qui nous écoutent, soit l'épargnant souscrit un peu en fermant les yeux et il ne fait pas un placement très optimal, soit il décide de s'impliquer un peu et là, il s'arrache les cheveux. Exactement. Et pendant longtemps, le gros des épargnants a fait le choix de se faire avoir, mais vu le niveau de rémunération, vu le niveau des taux, il y avait le sentiment d'avoir quand même un peu de performance. Seulement voilà, depuis quelque temps, les épargnants français ont changé de stratégie. Et donc aujourd'hui, les épargnants français ont choisi de s'arracher les cheveux pour trouver de la performance? Absolument pas, Guillaume, ils ne s'arrachent pas des cheveux. La nouvelle stratégie des épargnants, les médias n'en parlent peu, presque, en tout cas bien moins que de la grève actuelle des transports de combustible. Et pourtant, voilà près de 3 ans que les épargnants français font grève en privilégiant les dépôts à vue non rémunérés. Ils économisent, mais ils ne placent pas. Alors évidemment, avec cette approche, un beau jour, l'économie finira par manquer de carburant, mais je crains qu'à peu près tout le monde s'en moque. Pour conclure, j'étais prêt à aller voir un ministre pour me plaindre du manque de concurrence, de la complexité de l'offre, pour dire qu'il fallait très clairement redonner de la confiance aux épargnants. Mais en fait, je vais vous faire une confidence. J'ai eu beau regarder les attributions ministérielles de tous les ministres, de ministres chargés de l'épargne, j'en ai pas trouvé.
Curieux paradoxe pour un pays qui est réputé pour être le royaume des fourmis. Vous êtes candidat pour un poste ministériel, Jean-François? Non, mais je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Ah, il serait le dissident, comme on disait pour le Parti Socialiste, un frondeur, frondeur par philosophie, non, Jean-François? Non, par efficacité. Par efficacité. Et blanc dans les dents. Jusqu'au bout. Marchegagnant.com